Merci. Monsieur Thévenoud, dernier intervenant. Merci, Monsieur le Président. À mon tour, je vais poser la question provocatrice qu'a lancée en premier lieu Christophe Caresche sur le niveau de l'euro. L'euro est-il trop fort? C'est une question qu'on entend dans nos circonscriptions. Vous avez beaucoup parlé, les uns et les autres ont parlé des PME, de leur capacité à exporter et du retour de la croissance via ces exportations. Un commissaire européen, M. Tajani, commissaire à l'industrie, a posé le débat également de l'euro fort qui handicaperait le retour de la croissance et la capacité exportatrice de nos PME. Donc, à mon tour, et comme beaucoup de collègues de diverses sensibilités, d'ailleurs, j'ai observé ce phénomène ce matin, je vous pose la question, est-ce que vous considérez que l'euro est trop fort pour nos entreprises ? Voilà, c'est bien de conclure sur cette dernière question. Monsieur le Président de la Banque centrale européenne, vous avez la parole. Merci. Merci infiniment de vos questions, si nombreuses, si variées, si complexes. Encore une fois, tout d'abord, je voudrais traiter de la question concernant le scénario macroéconomique, les questions qui concernent ce point et les derniers développements. Certains d'entre vous m'ont demandé comment nous voyons l'année prochaine. Eh bien, nous voyons pour l'année prochaine une reprise graduelle, commençant à la fin de cette année et se poursuivant l'année prochaine. Cette reprise, je l'ai dit, viendra de différents facteurs que j'ai précisés. C'est une situation complexe qui est la nôtre à l'actuel. Il y a des incertitudes. En même temps, on constate des améliorations que je vais commenter dans un moment. Et il faut faire de notre mieux pour veiller à ce que ces améliorations persistent et soient suivies d'améliorations suivantes dans la zone euro. Les risques, eh bien, les risques persistent. Donc notre scénario de base voit une reprise graduelle, avec cependant des risques. Les risques sont ceux que vous avez soulignés. Chômage élevé, un chômage élevé qui mènera à une faible consommation, à une demande des foyers faibles et de faibles investissements. Alors ceci dit, quelle est notre réaction face à cette situation? Eh bien, nous continuerons à fournir une politique monétaire accommodante aussi longtemps que nécessaire, qu'il le sera nécessaire. Notre conseil de gouvernance a décidé de préserver les crédits à taux fixe jusqu'à l'année prochaine. De telle façon que ces crédits à taux fixe nous permettront de faire face à tout problème de financement auquel nous devrons faire face dans les mois à venir. Mais notre politique monétaire ne va pas s'arrêter là. Comme je l'ai dit, la sortie de crise reste lointaine. Beaucoup ont parlé du taux de change, des problèmes de taux de change. Permettez-moi de revenir un an en arrière pour voir d'où vient ce taux de change trop élevé pour nous. Vous en souvenez peut-être, à l'époque, il y avait une méfiance répandue envers l'euro. Eh bien, à cette époque, le taux de change était plus faible.
la situation, c'était une situation dans laquelle l'euro était plus faible qu'il était aujourd'hui, mais avec des taux d'intérêt intérieurs dans beaucoup de pays plus élevés qu'ils ne sont aujourd'hui. À bien des égards, cette force de l'euro est due au retour de la confiance envers l'euro, envers la monnaie de l'union monétaire. Ceci dit, la force de l'euro est également provoquée par les conséquences involontaires inattendues de politiques entreprises dans d'autres parties du monde. Le taux de change n'est pas la cible de politique de la part de la BCE. Le mandat de la BCE indique que notre mandat, c'est la stabilité des prix à moyen terme. Alors, soit dit en passant, il y a une question sur le fait de savoir si le taux d'inflation n'était pas trop bas, trop faible maintenant. Eh bien, à vrai dire, les prévisions en matière d'inflation pour cette année et pour l'année prochaine sont au-dessous de 2%, bien au-dessous de 2%, souvent. Tout d'abord, il faut se méfier de cela, parce que beaucoup de choses que nous voyons maintenant viennent du prix du pétrole très bas, du prix de l'énergie très faible. Donc il y a une volatilité sous-jacente dont il faut tenir compte. Mais plus important, nous devons examiner ce qu'est l'inflation, ce que sera l'inflation à moyen terme et ce que les attentes en matière d'inflation seront pour le moyen terme. Eh bien, ces prévisions restent ancrées solidement sur les 2%. Pour prouver la capacité de la BCE à respecter son mandat, depuis 15 ans qu'existe la BCE, les attentes en matière d'inflation, telles qu'elles sont expliquées par les prévisions, eh bien l'inflation est restée autour des 1,7% depuis 15 ans. Donc, nous devons prendre ça en compte quand nous décidons notre politique monétaire. Le taux de change n'est pas une cible en matière politique pour nous, mais ce taux de change est important pour la stabilité des prix. Nous l'avons vu aujourd'hui, ce taux de change, ces questions de taux de change sont importantes pour la croissance également. J'ajouterai que nous prêterons grande attention aux conséquences de volatilité potentielle que les marchés financiers ont vécues depuis quelques semaines. Un bref commentaire maintenant sur l'OMT, le programme OMT. On m'a posé une question sur Karlsruhe, sur le fait de savoir si l'OMT va être affecté. L'OMT, comme je l'ai dit, est ce qu'on appelle un backstop en anglais efficace, mesure de blocage, de secours. Si les conditions sont réunies, eh bien, ce mécanisme sera activé dans les conditions que j'ai mentionnées précédemment. Il va sans dire que la BCE est sujette à la juridiction de la Cour de justice européenne. À Karlsruhe, soit dit en passant, la BCE a été invitée en tant qu'expert et non pas en tant que partie en cause. Et donc, les jugements viseront le gouvernement allemand et le Parlement allemand. Ils seront présentés devant le Parlement et le gouvernement allemand. Je ne suis pas un avocat constitutionnaliste. Ceci dit, je dirais que l'indépendance de la Constitution allemande est indéniable et sans l'équité, également toutes les parties et tous les arguments sont pris en compte. En ce qui concerne Target 2, oui, ça c'est l'une des améliorations. Target 2 eh bien, avait une diminution de près de 20% par rapport au point le plus élevé. Mais cela nous mène à une réflexion plus étendue. Target 2, c'est une mesure des déséquilibres entre pays et c'est une mesure également des incertitudes générales qui entourent la zone euro.
Pour le premier point, il est clair pour chacun d'entre nous qu'il est impossible d'avoir une union monétaire dans laquelle il y aurait des créditeurs permanents et des débiteurs permanents. Vous pouvez avoir des pays où il y a des créditeurs et des débiteurs pendant un certain temps, mais les rôles doivent être interchangeables. Et nous travaillons assidûment avec tous les États, toutes les institutions européennes, à créer une situation dans laquelle de grands déséquilibres ne surviendront plus. Il y a une deuxième raison pour laquelle, une raison très importante pour laquelle nous voyons que le facteur Target 2 augmente autant. C'est l'incertitude. Il faut comprendre que le but de Target, c'est de réduire cette incertitude, c'est de réduire les déséquilibres et les risques potentiels. Il y a une question sur le remboursement des LTRO. Je n'oublierai jamais, lorsque nous avons annoncé le LTRO il y a 3 ans, eh bien, il y a beaucoup de questions concernant les risques immenses que nous encourions lorsque nous allions injecter une telle quantité de liquidité dans le système. Eh bien, nous en sommes maintenant à 2 ans. 60% de l'injection nette a été remboursée. Est-ce que c'est un bon signe? Est-ce que c'est un mauvais signe, d'après vous? Eh bien, moi, je pense que c'est les deux. C'est un bon signe. C'est bon signe parce que cela veut dire que les banques peuvent maintenant se financer entre elles, d'une banque à l'autre. Elles ont moins besoin d'avoir recours à la BCE. Nous en sommes revenus à la normale dans une certaine mesure. Un monde normal, ce serait un monde où les banques se financeraient elles-mêmes sans avoir à aller voir la BCE tous les jours pour avoir de l'argent. Donc il y a un retour à la confiance envers le marché interbancaire. Mais c'est peut-être un mauvais signe, un très mauvais signe, parce que ça signifie que ces fonds, cet argent, ne se retrouvent pas dans l'économie, dans des prêts effectifs à l'économie, au monde économique. Donc, il faut maintenant revenir au scénario principal, persévérer avec des politiques monétaires. Ça veut dire que nous pensons que ce retour à la confiance surviendra. Et pendant ce temps-là, nous allons appliquer toutes les mesures nécessaires que j'ai mentionnées précédemment. Mais il faut être objectif dans notre évaluation des conditions. Il y a beaucoup de questions sur le mandat, je le pense. Permettez-moi de dire que le mandat bien nous est confié par le traité. Selon moi, en vertu de mon expérience de gouverneur de la Banque italienne, également, je dirais que le mandat, si clairement défini sur la stabilité des prix, n'a jamais fait obstacle au travail pour la croissance. Ça n'a jamais été un obstacle au fait de créer une politique économique qui, tout en poursuivant son objectif principal de stabilité des prix, produirait également de la croissance. Il n'y a pas d'incompatibilité. Je l'ai dit précédemment, étant donné notre système des institutions financières, il serait difficile de faire la même chose que la Fed ou la Banque du Japon, la Bank of Japan. D'ailleurs, l'expérience de la Banque du Japon devra être examinée à l'avenir pour voir si elle a réussi, confirmée, disons, à l'avenir. Cela reste à voir. Nos activités, ce n'est pas le financement des gouvernements. Notre mandat, article 1, 2, 3, nous interdit ce financement monétaire aux États. Et tout en travaillant dans le cadre de notre mandat, je pense que nous avons fait beaucoup de choses, ceci dit. Nous avons été très actifs dans le cadre de ce mandat. Pourquoi cette référence au mandat est-elle si importante? Une petite digression ici, si vous me le permettez. Vous savez tous que les banques centrales sont des institutions puissantes. Dans le cas de la BCE, elles défendent fièrement
leur indépendance. Ces trois concepts, d'habitude, ne se réconcilient pas mutuellement, ne sont pas en accord les uns avec les autres. Donc il n'y a qu'une façon de les mettre en accord, ce n'est que si la Banque centrale, particulièrement les banques centrales et la BCE, agit à l'intérieur, dans le cadre de son mandat, ce mandat qui a été établi par vous, les législateurs. Ce n'est que comme cela que les dimensions diverses des banques centrales pourront être alliées, pourront travailler de façon concertée. C'est pour ça que nous sommes si attentifs et fiers quand nous voulons rester à l'intérieur de notre mandat. Alors, en ce qui concerne ce mandat, bien, les discussions sur ce cadre, sur les dimensions de son cadre, sont entre vos mains, et pas entre nos mains. Il y a une question sur le MSU et le financement des PME. Le Conseil de gouvernance a essayé de plusieurs manières et continue son effort visant à explorer diverses façons de faire circuler le financement dans l'économie réelle. Il y a un groupe de travail qui y est consacré à l'intérieur de la BEI. Permettez-moi de revenir en arrière. Revenons aux États-Unis. Vous avez un marché des capitaux où les actifs produits, échangés par le marché des capitaux, sont mis à prix, sont échangés, sont évalués de façon transparente. Et donc, sous cet angle, d'un point de vue opérationnel, il est plus facile d'acquérir et de vendre ces actifs. Dans notre cas, nous avons des banques. Et que font les banques? Elles prêtent aux PME. Mais les prêts aux PME ne font pas l'objet d'échanges quotidiens ou, en général, n'ont pas de prix de marché sur ces crédits aux PME. Et donc, ces crédits doivent être réarrangés de telle sorte qu'ils puissent faire l'objet d'une mise à prix et échangés avant d'être traités par des institutions comme la BEI. La BEI et la BCE travaillent dans la concertation pour étudier la possibilité d'ABS basé sur les actifs. La BCE permet déjà aux banques de poster comme collatéraux les crédits qu'ils accordent à leurs clients. Nous avons déjà commencé à le faire depuis 2 ans. Donc ils peuvent le faire. C'est possible. Opérationnellement, ce n'est pas facile. Je dirais qu'il y a un pays qui le fait mieux que tout autre, et c'est la France. La plupart des autres pays du système euro ne réagissent pas aussi favorablement à cela. Puis-je demander à M. Noyer de prendre la parole pour dire comment nous travaillons ensemble entre le contrôleurs nationaux et la BCE?